Alors je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit, que je partage, et après peut-être des nuances. Comme elle l'a dit, il y a plusieurs écoféminismes. Il n'y a pas, et tant mieux, une théorie qui serait figée, dans laquelle il faudrait absolument entrer. C'est quelque chose qui s'invente aussi. Je suis d'accord pour dire que l'écoféminisme, il est né dans les luttes. Il n'est pas né à l'université. Bon, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études universitaires, et tant mieux, hein, sur l'écoféminisme, etc. Mais il est vraiment né dans les luttes. Et je vais parler de 2 ou 3 luttes quand même, parce qu'elles sont parfaitement inconnues ici, en France, en Europe, peut-être en Espagne, êtes-vous plus avancés, mais moi je les ai découvertes aussi assez récemment. Je voudrais parler d'abord pour dire que le mot écoféminisme a été prononcé pour la première fois par une Française quand même, Françoise d'Aubonne, qui a écrit un livre qui vient d'être édité de nouveau, qui s'appelle Écologie et féminisme. Et elle a écrit ce livre en 1974. C'est un livre qui a toute son actualité. Bon, mais Françoise d'Aubonne n'a pas fait vraiment école. J'essaierai de dire pourquoi. Parce qu'en France, en tout cas, ce qu'elle disait à ce moment-là était difficilement recevable, y compris par le féminisme qui était en train de se construire. Aujourd'hui, je pense qu'on peut recevoir tout à fait différemment le message de Françoise d'Aubonne. Je voudrais rappeler aussi que dans les années 1980, il y a eu aux États-Unis des manifestations immenses avec occupation de terres dans le Nevada en particulier, c'est-à-dire dans des zones qui étaient destinées pour des essais atomiques. Les femmes se sont massivement mobilisées contre le nucléaire, contre l'ordre atomique. Et donc là, ça a un rapport aussi avec quelque chose qui est de l'ordre de la vie, c'est-à-dire une conscience très forte que c'était des technologies tueuses que nous devions refuser frontalement. Et elles ont occupé pendant des mois des territoires pour empêcher les essais atomiques sur... Alors, les déserts, c'était des grands déserts dans lesquels on faisait des essais, et elles y ont vécu, occupé, campé, etc. Il y avait aussi des hommes, mais les femmes ont été très très présentes. Comme elles ont occupé aussi, c'est une action qu'on n'a pas du tout connue, elles ont réussi à occuper le Pentagone. Elles se sont enchaînées pour empêcher justement les essais nucléaires, elles se sont enchaînées autour du Pentagone. Certaines ont réussi à rentrer. Il y a eu des centaines d'arrestations, des femmes qui ont fait de la prison, parce qu'elles ont utilisé déjà leur corps pour justement empêcher la destruction de la vie. Donc ça, c'était des luttes qui ont été véritablement emblématiques. Si vous voulez, elles sont racontées dans un livre qui vient de paraître sous la direction de Émilie H. sur l'écoféminisme. Ce sont des textes écoféministes qui ont été publiés et qui racontent ces mobilisations de femmes qui étaient très axées sur la paix, le refus de la guerre, sur l'antimilitarisme, le système militaro-industriel et le nucléaire, l'atome. Et là, les femmes ont été très importantes. Et déjà, il y avait les actes de non-violence. Non-violence, on est là avec nos corps, on ne vient pas avec des armes pour concurrencer les armes d'en face, parce qu'on est à peu près sûr d'être perdant. On vient avec nos corps affirmer la force de la vie. Dans le même temps, alors que pour beaucoup d'entre nous qui ont les cheveux un peu blancs, nous étions très engagés sur les luttes au Larzac, contre le camp militaire du Larzac, contre l'extension de ce camp militaire, une lutte qui a été longue, une lutte qui a été victorieuse, et bien dans le même temps, en Angleterre, à peu près dans la même période et avec la même intensité, il y a eu une lutte de femmes qui se sont dites aussi écoféministes pour empêcher l'installation des fusées Pershing qui devaient être installées par les États-Unis sur le sol anglais dans le cadre toujours de la guerre froide. On était encore dans le système de la guerre froide. Et là, elles ont appelé à l'occupation partout des bases militaires.
elles ont occupé les bases militaires. Et quand, après le départ des fusées Pershing, hein, quand le mur de Berlin est tombé, Gorbatchev, etc., le projet des fusées Pershing a été abandonné en Angleterre, eh bien, elles ont continué à occuper ces sols en disant « ce sont des communs, nous les avons libérés, mais nous ne les avons pas libérés pour des projets, des grands projets, un urbanisme délirant. Nous les avons libérés pour qu'ils servent véritablement à nourrir la population, à la nourrir correctement. » Et donc elles ont continué à occuper ces terrains-là. Ça a été un mouvement extrêmement important en Angleterre. Moi, je n'en avais pas du tout entendu parler. Je l'ai découvert récemment grâce aux publications, justement, à toutes ces publications qu'il y a. C'est un livre qui s'appelle « Les femmes contre les missiles », c'est la même édition, c'est les éditions Cambourakis, où il racontait la lutte de ces femmes en Angleterre à ce moment-là. De même en Inde, je vais quand même insister aussi sur le combat des femmes indiennes. En particulier, on a Vandana Shiva, qui a écrit un livre quand même avec Maria Mies, qui est une Allemande, qui s'appelle « Écoféminisme ». Elle a été très engagée dans le mouvement Chipko dont tu as parlé. Il s'agissait d'empêcher la déforestation. Et comment? Ce sont des femmes qui s'enchaînaient aux arbres pour empêcher que ces arbres soient coupés. Et donc c'était déjà ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans certaines ZAD, dans la forêt qu'on est en train de détruire en Allemagne pour faire une mine de lignite, bon, etc., etc. Déjà, et ça c'était les années 1980. Où il y avait ces luttes-là, des luttes véritablement de femmes. Et ensuite, évidemment, on connaît aussi l'importance de Vandana Shiva concernant tout ce qu'elle a fait. Elle est physicienne au départ. Hein, elle est physicienne, donc on n'a jamais pu l'accuser d'anti-science ou de rétrograde ou je ne sais quoi. Tout le travail qu'elle a pu mener sur le refus de la privatisation des semences, l'organisation des banques de semences partout sur le territoire indien, dans lequel on distribue aux paysans gratuitement des semences paysannes pour éviter justement les OGM, etc., etc. Ça aussi, les semences, c'est un symbole. C'est le symbole de la vie. Et là, il y a énormément de femmes qui sont engagées dans ce combat-là, qui est un combat quand même un peu de gardiennage de la vie, je dirais, à un moment où le capitalisme global, disons, tend à détruire la vie. Je voudrais dire que concernant Vandana Shiva, je pourrais le dire aussi concernant Françoise d'Aubonne, et ça va me permettre de passer à ce que j'avais prévu en le modifiant un petit peu. Elles ont été accusées souvent, ces femmes-là, d'essentialistes. En France et en Europe, on a eu un féminisme de type constructiviste, qui consistait à dire « on ne naît pas femme, on le devient », il n'y a que du construit, il n'y a que du construit, donc tout peut être changé. Bien. Et du coup, si vous voulez, on a abandonné complètement cette idée qu'il pourrait y avoir un lien entre l'exploitation forcenée de la nature et l'exploitation forcenée des femmes, mais pas seulement des femmes, des races aussi qu'on estime être des races sauvages, trop proche de la nature. On a oublié qu'il pouvait y avoir un lien peut-être entre cette pensée qui consiste à dire la nature, on doit la maîtriser, on doit la dominer, lui faire rendre le maximum pour construire la civilisation. Ça, c'est la modernité occidentale. Et la civilisation, elle est opposée. Tout ce qui évoque la nature, finalement, va à l'encontre du projet civilisationnel. Et puisque tu as beaucoup parlé d'économie, d'agriculture aussi, pour la Banque mondiale, et beaucoup d'ailleurs, et c'est intériorisé, y compris par les mouvements progressistes parfois, un pays développé, c'est un pays qui a une population industrielle forte, et c'est un pays qui a une population agricole faible. Le summum du développement, c'est quand on n'a plus d'agriculteurs. Il y avait des livres qui sont parus dans les années 60, La fin des paysans. Et ça, c'était le summum du modernisme, de la modernité. C'est l'achèvement de la civilisation. Et donc, notre féminisme, une grande part de notre féminisme qui a fait avancer énormément de choses concernant les droits, c'est aussi construit sur l'idée que les femmes, finalement, comme elles sont toujours considérées comme assignées à la nature, elles sont toujours suspectées d'être d'essence
naturelle, eh bien, elle, pour s'émanciper, il fallait qu'elle s'arrache à la nature. Et qu'elle soit plus moderne que les modernes, finalement. Et qu'elle prouve, justement, toujours que non, il n'y a aucune part naturelle dans l'existence humaine. Et ça, je pense que beaucoup de mouvements féministes, justement, se sont attachés à nier la part naturelle de tous les humains, hommes et femmes, et la part naturelle de la société aussi. La part naturelle de l'économie, comme tu l'as dit aussi, pour vivre, on a besoin de sol, on a besoin d'eau, on a besoin de semences, on a besoin de... Bref, et ça, nous ne l'avons pas fabriqué. Ce n'est pas les humains qui ont fabriqué l'eau. Ce n'est pas les humains qui ont fabriqué la terre, le sol. Ils l'ont transformé. Bon, très bien, mais ils ne l'ont pas fabriqué. Donc ça aussi, il y a une part de données. Il n'y a pas que du construit. Et c'est à force de nier cette part de données qu'on a complètement détruit cette part de données. Et donc là, si vous voulez, il y a une continuité, je crois, dans les féminismes, entre, je dirais, le féminisme qu'on dit constructiviste, il y a donc une part commune, c'est-à-dire il y a le refus, parce que je crois que l'essentialisme, aujourd'hui dans l'écoféminisme, c'est très minoritaire, c'est-à-dire des femmes qui diraient « oui, c'est notre nature féminine qui va faire que, parce que nous sommes des femmes, nous allons être plus enclines à défendre des choses ». Je pense que le débat n'est plus entre essentialistes et constructivistes. Je crois que c'est dépassé, ce débat-là, complètement dépassé par la situation dans laquelle nous vivons. Il n'en reste pas moins qu'il y a le refus d'être assigné à une nature qui ferait que nous, du fait de notre nature, les femmes, nous serions assignées à certaines tâches très particulières parce que ce serait notre nature, parce que nous serions incapables d'accéder à la culture, à la civilisation, à la science, à l'abstraction, etc., etc. Donc ça, c'est absolument partagé. En revanche, il y a des différences. C'est que là où le féminisme plus traditionnel était beaucoup plus fondé sur l'idée d'arrachement, se libérer de toutes les relations à la nature qui nous emprisonnent, nous les femmes, et bien au contraire, dans l'écoféminisme, ce qui est cultivé, c'est la relation. C'est la relation, c'est retisser, c'est l'attachement. Au lieu du détachement, c'est l'attachement. C'est l'attachement entre les humains, mais l'attachement aussi avec tout ce qui n'est pas humain, les plantes, les arbres, comme le faisait Vandana Shiva. Et là, je veux parler de notre mouvement dont tu as parlé. C'est ce qui existe aujourd'hui dans beaucoup de mouvements latino-américains concernant l'extractivisme, dans lequel extractivisme, les grands projets, les grands barrages, les grandes constructions d'autoroutes, etc. Et ce féminisme, cet écoféminisme qui est singulier, qui développe en fonction des réalités, des histoires, etc., une manière d'être, d'habiter la Terre, elle s'interpose, disons, par rapport à la force, en disant « notre corps, notre territoire ». Ce slogan est très beau, parce que d'abord, cela veut dire qu'on est en train de saccager les territoires, de vouloir les privatiser, les saccager, etc., exactement comme on a tenté de privatiser et saccager les territoires, notre propre corps, et d'en faire un corps purement privé, dans l'espace privé, incapable de pouvoir s'exprimer dans l'espace public. Et cela veut dire ça, et cela veut dire aussi, notre corps, notre territoire, ça veut dire, nous sommes engagés aussi avec notre corps, nous résistons avec notre corps et notre esprit, parce qu'il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, c'est une arme. Et nous nous engageons, et nous désobéissons. C'est tout à fait fondé sur la désobéissance, sur la non-violence, et on retrouve toute cette culture-là. Et il y a la valorisation des actions concrètes. Dès lors que je n'ai plus à m'arracher à la nature, à retrouver au contraire les attachements. Cela veut dire aussi qu'on n'est plus dans des revendications abstraites, universalisantes, abstraites, qui seraient valables les mêmes pour tous, etc., pour toutes. On est au contraire dans la recherche de la diversité. Il y a une diversité de situations. La diversité, c'est la condition de la démocratie aussi. Il y a une très grande diversité, il y a une complexité des sociétés
ça c'est ce que nous apprend aussi l'écologie, la complexité des systèmes, eh bien justement là il faut retrouver tous ces attachements, toute cette complexité qui nous permet d'habiter la Terre autrement. Et donc au lieu de arrachement, c'est au contraire attachement. Deuxième point que je voulais un petit peu souligner, donc c'est les luttes concrètes, des luttes situées. Il me semble que la force de beaucoup de ces écoféminismes, c'est ce que j'appelle un retournement de la pensée dominante. J'essaie de l'expliquer. Du fait de la grande séparation, justement, entre nature et culture, entre nature et société, entre le travail de production et la reproduction, entre le privé et le public. On sait très bien que les femmes se sont retrouvées très massivement au niveau du travail, reconnues et de fait engagées dans des travaux qui sont plutôt de l'ordre de... qui sont dans la continuité de la reproduction dans le privé. Les travaux liés aux soins, les travaux liés à l'éducation, les travaux liés à la réparation. Et pendant longtemps, nous avons considéré que ces travaux-là, reproduisant finalement l'idéologie dominante, nous avons considéré que ces travaux-là étaient des travaux finalement dominés parce qu'ils étaient l'expression de la domination des femmes. Puisque ce sont les femmes qui le font, elles le font à partir de leur domination, puisque c'est ce qu'on leur laisse faire, l'essentiel étant le travail de production, de fabrication, etc., dans le public. Là, ces travaux-là ont été considérés comme finalement un peu secondaires. Le retournement qu'opèrent les écoféministes, et ça me paraît important, y compris dans le cadre d'une économie, une autre économie, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus uniquement, tu l'as dit, d'augmenter la production, de fabriquer à tout va, d'aller extraire des ressources pour les transformer, de transformer la nature, de lui faire rendre au maximum. Il ne s'agit plus de ça aujourd'hui, parce que ça nous conduit dans le mur, nous le savons, réchauffement climatique, etc. De quoi il s'agit? Pour nous tous, pas pour les femmes seulement, pour nous tous. Il s'agit de réparer. Il ne s'agit pas simplement de fabriquer, encore accumuler des richesses. Il s'agit de réparer. Réparer la société, réparer la terre, réparer tous ces grands écosystèmes qui sont complètement détraqués. Il s'agit de réparer, il s'agit de mettre la vie au centre. Et au lieu de parler à partir d'une position de dominé, au lieu de parler à partir d'une position de victime, c'est parler à partir d'une position qui dit, attention, les valeurs qu'on nous a attribuées et que nous reconnaissons, que nous faisons nôtres, oui, nous sommes bonnes là-dedans. Oui, comme dit Vandana Shiva, elle dit, nous savons la biodiversité, nous sommes souvent expertes en biodiversité, expertes en complexité, parce que nous faisons un peu de tout. Et ça, c'est formidable, c'est une qualité exceptionnelle. Nous ne sommes pas spécialisés dans un domaine, puisque nous avons dû assumer beaucoup de domaines. Et donc, nous sommes souvent spécialistes de rien, mais finalement tout à fait spécialistes de la diversité. Eh bien ça, plutôt que de le poser comme étant « oh là là, c'est la domination, on nous a mis dans ces travaux subalternes ». Non, ce ne sont pas des travaux subalternes. Ce sont ces valeurs-là qui portent la possibilité d'un avenir pour tous soutenable. Pour tous et toutes. Et je crois que si aujourd'hui l'écoféminisme parle dans nos sociétés, avec ses variantes, avec différentes manières de le poser, etc., je crois que c'est pour ça. C'est qu'il y a une sorte, comment dire, de sentiment qui pousse, et pas seulement chez les femmes, un sentiment qui pousse de ces idées, alors on appelait ça le care, peu importe, de l'attention au monde, l'attention aux autres, de faire tout ce qui est à notre portée tout de suite, de ne pas attendre les grandes émancipations, les grandes valeurs émancipatrices pour les générations suivantes. Non, c'est maintenant que ça se passe. Et là, je crois que cette approche-là, qui n'est plus l'approche de la victime dominée, qui n'est pas non plus l'approche de la dominante. Il ne s'agit pas de reproduire les schémas de la force. C'est que cultivons la faiblesse aussi. Cultivons la faiblesse. Oui, nous sommes dépendants.
Ça, dans la stratégie moderniste, émancipatrice, la dépendance, c'est l'absence de liberté. Pour être libre, il faut être indépendant. On est tellement indépendant qu'on est tout seul aujourd'hui. Tout seul devant son clavier, à essayer de communiquer avec le monde. Donc nous sommes des êtres radicalement dépendants. Comment penser notre liberté dans cette dépendance-là? Parce que maintenant, cette dépendance-là, elle nous claque au visage. Nous avons face à nous des problèmes par rapport à l'eau, par rapport au sol qui sont épuisés. Et avec cette modernité qui s'est imposée, nous sommes devenus de plus en plus dépendants au nom de la liberté. Donc nous devons récupérer cette idée de fragilité. Oui, nous sommes fragiles. Oui, nous sommes dépendants. Oui, nos sociétés sont fragiles. Elles dépendent des grands écosystèmes. Oui, notre économie, elle doit être construite, non pas en intégrant la nature en son sein, dans l'économie verte, hein, c'est ça l'économie verte. Hein, l'économie verte, c'est on va faire rentrer l'économie dans les grands cycles. La nature est un capital comme les autres, c'est du capital naturel, et on le fait rentrer dans le cycle du capital. Ce que certains appellent ça la bioéconomie. Non, la bioéconomie, c'est pas ça. La bioéconomie, c'est considérer que l'économie est un sous-système d'un système qui la dépasse. Et un système non négociable, on ne peut pas négocier. Je ne peux pas négocier le réchauffement climatique. Je ne peux pas m'asseoir à une table à dire « bon, ça suffit maintenant, on n'en veut plus ». Je peux le faire en matière sociale, je peux dire maintenant l'organisation financière qu'il y a, ça va, on n'en veut plus, il faut un rapport de force, mais on va le changer. Réchauffement climatique, l'extinction de la biodiversité, certains pensent qu'avec des techniques absolument extrêmement puissantes, on y trouve quand même essentiellement des hommes hein, là-dedans quand même, hein, je dois le dire quand même. Hein, ce culte de la puissance, ce culte de la technoscience, de la technique, de la géo-ingénierie, de la bio-ingénierie, hein, qui va nous permettre de nous en sortir, eh bien ça c'est un discours de la force, au contraire. Et c'est pas un discours de dominer, parce que la domination c'est dire non, non, on n'est pas dépendant. Ça c'est ce que nous importe, c'est le discours du capital, ça. C'est le discours du capital. C'est le discours qui nous enferme. Donc, au contraire. C'est fini. Je conclue. 2 minutes. Voilà. Ben voilà, je crois que cette idée de retournement, c'est comme l'idée du regard aussi, dont on a parlé dans notre réunion. Aujourd'hui, il y a 2 manières de voir le monde. Soit on se dit, oh là là, c'est horrible. Hein, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Bon. Mais on peut modifier le regard. Tournons-nous vers ce que nous construisons. Tournons-nous aussi vers là. Donc là aussi, je trouve cette idée de grand retournement, parce que je pense que, comment dire, nous ne sommes pas, les femmes et les hommes d'ailleurs, simplement des victimes. Quand on est réduit à victime, on est privé de ce qui est essentiel aux humains, la capacité de choisir. Nous ne sommes pas des victimes. Et donc, nécessité d'affirmer au contraire que ces valeurs qui ont été des valeurs dominées par la force, et le patriarcat a été une affirmation de la force, eh bien, c'est à notre... On les reprend. Et c'est pour tous. C'est pour tous. C'est pas pour les femmes. C'est pas pour la libération des femmes. C'est aussi pour tous, pour l'émancipation de tous. Voilà, je vous remercie.